La petite interview avec Olivier Caira. Salut Olivier. Salut Farid. Alors, les jeux de rôle, comment ça a commencé? Ça a commencé au collège, dans les années 80, j'avais 11-12 ans, des amis un petit peu plus âgés, et donc on s'est cotisé pour aller acheter l'Appel de Cthulhu, parce qu'ils en avaient entendu parler, etc. Ça a été le coup de foudre assez immédiat. Quelques tentatives du côté de Donjons et Dragons qui n'étaient pas très concluantes, mais ensuite il y a eu des relais, il y a eu Stormbringer, il y a eu Paranoia, et donc là le pli était pris. Et puis j'ai pas arrêté depuis. Alors, du coup, tu as intégré un groupe de joueurs. J'ai intégré plusieurs groupes de joueurs, dont un avec lequel je joue encore aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble. Oula. Et donc ça, c'est collège. Ça, c'est collège. Ensuite, voilà, ça a évolué avec le lycée et les études supérieures. Je n'ai pas rencontré les mêmes personnes, pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes jeux. Mais toi, Il y a toujours eu la volonté d'avoir une ou deux tables de jeux de rôle autour de moi. ouais, t'as pas été que joueur, t'as masterisé aussi, non? J'ai beaucoup masterisé, je masterise encore. Et t'as commencé par quoi pour masteriser? J'ai commencé par Paranoia, Eh ce ben. qui a été une expérience un peu flippante, puisque je devais avoir 14 ans. Je suis arrivé avec la boîte dans un club, à Brie-Contrebert pour être exact. Et les gars que ça intéressait avaient tous entre 19 et 20 ans. Et donc à 14 ans, face à ces grands barbus, j'étais au départ un peu pétrifié. Et ils ont accroché tout de suite parce que le jeu est fabuleux. Et en même temps, j'ai appris effectivement qu'un meneur, c'est aussi de temps en temps un taulier et qu'il est obligé de discipliner un peu sa table s'il veut que ça avance. T'as un paranoïa avec des gars plus âgés que toi. Ouais, T'as pas peur, non? je le souhaite à personne, mais en même temps, c'est un souvenir fabuleux. Donc après, tu disais le lycée, les études supérieures, t'as continué à jouer même pendant les études supérieures? Ça n'a pas trop gêné justement ton travail? Non, parce que j'ai jamais été non plus un addict. Je dirais que quand on jouait, on y passait beaucoup de temps, mais on s'arrangeait quand même pour pas jouer sans arrêt et pas mettre en danger effectivement nos résultats scolaires ou autres. Et puis par ailleurs, ça a été un bonus. Je dirais, quand j'ai passé l'agrégation et que j'ai pu ressortir des choses grâce à Château Falkenstein sur l'Angleterre victorienne, ça m'a un peu aidé, je pense. Ouais. Et je crois que c'est aussi à partir de là où on peut dire que tu as utilisé le jeu de rôle de façon professionnelle ou presque. Alors j'avais soutenu donc mes premiers pas en sociologie, donc ça avait été un DEA sur le thème donc, des jeux de rôle que j'avais mené dans les années 90, qui a été finalement publié 10 ans plus tard sous le titre Jeux de rôle, les forges de la fiction. Entre-temps, j'avais refait bien sûr toutes les études de terrain pour être à jour, je dirais, de ce qui se passait autour des tables. Et puis après, donc, on a publié avec Jérôme Larrey et Daniel Dugour des éditions du Club Pythagore, donc Jouer avec l'histoire, donc, qui a été un travail collectif sur le jeu de rôle, donc, publié en 2009. Ah, le premier bouquin dont tu parlais, Les Forges de l'Histoire, c'est ça? Les forges de la fiction. De la fiction, c'était donc un livre, après, ouais, chez CNRS Éditions en 2007. Ouais. et qui a été bien vendu, je crois, non? Bah, écoute, il est épuisé, donc c'est un signe. J'espère qu'il va ressortir au moins sous format numérique, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, et donc ouais, j'aimerais qu'il puisse être de nouveau accessible à des prix qui ne soient pas prohibitifs, tels qu'on les trouve sur le marché de l'occasion. Surtout, c'était un livre qui avait une grosse nouveauté, en tout cas, c'était de vouloir être pédagogue sur le jeu de rôle, au sens où on partait vraiment de la découverte du produit, de l'écriture du scénario, etc., jusqu'à la réalisation des parties. Et puis, ce que je voulais défendre et que je défends toujours, c'était de ne pas considérer le jeu de rôle comme le fruit d'une espèce de psychologie à deux balles, c'est-à-dire tu joues parce que, en gros, ta vie est pourrie. Hein. Donc, tu joues un grand chevalier puissant, etc., parce que tu es un loser dans la vie réelle. Donc, ce qu'on appelle les théories de la consolation ou de la compensation. Moi, j'ai plutôt voulu traiter le jeu de rôle comme un ensemble de compétences qu'on travaille quand on est autour de la table. On vient autour de la table pour s'amuser, mais de fait, on travaille pas mal de compétences très spécifiques au jeu de rôle. Alors, si je t'en fais la liste, on va faire une grosse émission. Mais... Bientôt, bientôt. Alors, par contre, tu as quand même créé, et vraiment, excuse-moi du terme, mais tu as vraiment travaillé pour le jeu de rôle, du coup. Oui, oui. Alors, bon, ça a été des projets ponctuels, parce qu'on est venu me chercher. Je ne cherche pas particulièrement à travailler, à me rapprocher d'équipes comme ça spontanément. J'ai déjà pas mal de choses à faire.
Mais c'est vrai que quand les 12 singes ont lancé la gamme Adventure Party, donc, qui est une gamme de découverte du jeu de rôle, ça m'a intéressé. Au début, j'étais un petit peu réticent. On a testé en famille et je suis tombé complètement d'accord avec l'équipe des développeurs. Donc j'ai participé sur la première boîte, j'ai fait un texte un peu de cadrage avec Franck Place. Et la deuxième, je l'ai faite de A à Z en créant les personnages, l'univers, le scénario. Et on a fait avec mon fils, donc, qui avait 12 ans à l'époque, on a fait l'extension donc, sur l'extension Caraïbes. Donc, D'accord, donc des boîtes d'initiation de jeux de rôle Adventure Party chez les 12 singes. exactement. Que j'ai vu, on peut encore trouver dans certaines boutiques. Oui, tout à fait. Et puis avec les 12 singes, j'ai également signé 2 scénarios donc, dans leur collection des 6, un sur les trésors fabuleux et un sur l'horreur, enfin sur les cauchemars contemporains. Alors chez les 12 singes, tu as aussi fait du petit jeu de société. J'ai Et je fait crois du que tu petit jeu as, de des cartes, projets aussi. Hein. On a des projets, alors pour l'instant, je n'ai pas de date, de titre précis, etc. Mais je fais du game design, à la fois jeu de plateau, jeu de cartes, jeu d'énigmes. Donc tout ça devrait finir par voir le jour. J'ai des contacts avec plusieurs éditeurs. Et je crois qu'aussi tu es un peu scénariste. Alors je suis co-scénariste parce que le dessinateur Guillaume Albin fait une grosse partie du boulot d'écriture et de création. Donc on a effectivement lancé Donjon Service, qui est un univers parodique sur le médiéval fantastique et sur le jeu de rôle. Et donc pour l'instant on est présent sur Facebook, on a une page dédiée Donjon Service. C'est une très belle aventure parce que je fais ça avec un gars extrêmement talentueux et on a, je dirais, à peu près la même façon de délirer sur le monde médiéval fantastique. Donc Donjon Service, c'est en gros le quotidien des équipes de maintenance qui passent derrière les aventuriers pour nettoyer toutes les saletés qu'ils ont laissées dans le donjon, préparer un donjon bien propre pour les aventuriers suivants. Ça paraît simple dans le principe, en fait c'est un vrai cauchemar. Et ça commence déjà à être publié, non ? Alors on est publié dans Jeux de rôle magazine, qui publie donc 2 strips par numéro. Et puis comme on ne nous arrête pas si facilement, on a beaucoup de strips qui sont disponibles en ligne et un pilote, c'est-à-dire qu'on a un pilote au format BD traditionnel sur lequel Guillaume avance donc, quand il n'est pas en train de travailler sur ses autres projets, notamment il fait partie de l'écurie Donjon de Naheulbeuk, donc La Malédiction de Tirluit et ses gros projets éditoriaux ont bien sûr la priorité. Très bien, merci Olivier. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao.